La science-fiction, un domaine incroyable qui ouvre le champ des possibles, permettant notamment à des artistes de se livrer aux idées les plus farfelues pour en accoucher de chefs-d'œuvre, ou à l'inverse d'œuvres totalement dispensables, et encore pour rester poli, mais un domaine ouvrant le spectateur à la réflexion de la nature de son environnement ou de sa propre condition. L'interrogation est donc de mise sur des thématiques multiples et parfois récurrentes, et l'une d'entre elles, et pas des moindres, y pousse davantage le voyage dans le temps. Un sujet source à tous les retournements de cerveau possibles selon le paradoxe choisi, pour peu que ça soit bien traité, car souvent le manque de recul de ceux qui l'abordent et la volonté de jouer de facilité pour désamorcer des situations impossibles amènent à des incohérences, voire pire, à ce que carrément tout se casse littéralement la gueule. Autrement dit, aborder le voyage temporel, c'est se donner toutes les chances de pouvoir se planter dans son histoire. D'ailleurs, même les classiques du genre n'ont pas toujours su respecter les codes du sujet à la perfection, Et c'est là que se présente à nous le film de cette vidéo, Tomorrow War, film qui va user du voyage dans le temps pour faire absolument tout pour que rien ne soit respecté. Le scénariste estimant que de repomper tous les classiques du genre pour les mettre dans un seul et même film suffit à en faire un bon métrage. Donc Starship Troopers, The Thing, Léviathan, World War Z, Aliens, Edge of Tomorrow, Retour vers le futur, pour ne citer que eux dans la longue liste de ce que ça calque, et ça trouve même le moyen de repomper des mauvais films pour faire finalement pire. Sacrée prouesse tout de même. Donc oui, le scénariste a estimé qu'user du voyage dans le temps, c'est cool, mais sans prendre en considération que le spectateur a beau parfois être idiot, il ne l'est hélas pas assez pour valider un tel déluge de stupidité à seule fin de faire tenir le film. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire que je suis dur dans mon propos. Alors dans ce cas, c'est qu'il est temps effectivement de décortiquer tout ça, donc vous êtes prêts? Parce que là, je peux vous dire que c'est un sacré morceau, donc on est parti. Ah non, mais vous n'avez même pas idée à quel point ce bousoscope a été épuisant. Alors pas parce que c'était dur à trouver de la bêtise dans le film, mais plutôt l'inverse, parce qu'il y en avait tellement trop que je savais même plus où donner de la tête, quoi. Et on commence direct dans le feu de l'action, et pas qu'un peu, puisque notre héros, qui s'appelle Dan Forrester, semble quelque peu étonné, comme d'autres personnes autour de lui, de faire de la chute libre, mais sans parachute, au milieu d'un décor d'apocalypse, donc chute d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres, et tandis que certains semblent plus indiqués à tester la solidité du sol avec leur figure, le scénariste décide de glisser une piscine juste en dessous de Dan, parce que c'est le héros, avant de se prendre en plein dans le buffet l'atterrissage d'une autre personne. Mais t'inquiète, une chute qui peut être mortelle même en atterrissant dans une piscine d'1,50 m de profondeur et de prendre à l'issue une personne de 80 kg à une vitesse de 200 km/h directement dans le bide, je vois pas ce qui pourrait être mortel là-dedans. Donc non, Dan va bien, merci. Et là, dites-vous qu'on a vu à peine une minute. Mais sachez que tout ceci n'est finalement pas encore arrivé, car non, le film revient dans le présent, soit 28 ans plus tôt, où Dan rentre chez lui pour fêter la finale de la Coupe du Monde au Qatar, et donc a décidé d'inviter tout le voisinage chez lui, ou presque. Forrester, désolé toi. Oui, alors elle, c'est sa femme, qui l'appelle donc par son nom de famille, comme dans tout mauvais film, parce que tu comprends, appeler ton mari par son prénom, c'est tellement cliché. Et puis alors, je vous laisse revoir comment elle traite ses invités. Voilà, mais moi tu me pousses comme ça, mais je te fous une balayette avec ton plat de bâtonnet de carottes dans les bras, quoi. Ah, elle a l'air charmante. Bref, Dan étant en parallèle dans l'attente téléphonique d'une réponse suite à un entretien d'embauche qui va se solder...
Eh ben oui, par un échec. Et d'ailleurs, bon, on s'en fout puisqu'en vérité, tout ça n'était qu'un prétexte d'exposition forcée pour évoquer le background de notre héros en devenir, à savoir que bon, c'est un ancien militaire et que depuis, il aspire à une carrière beaucoup plus scientifique, hein. Oui, toutes ces infos condensées dans un seul appel téléphonique, c'est si délicat. Bref, Dan rentre chez lui annoncer à sa femme que, bah, pas de bol, hein. Donc l'acquisition du nouveau Range Rover pour aller se la péter sur le parking de Aldi en allant faire les courses, bah, c'est pas pour tout de suite. Et donc Dan d'aller se réconforter auprès de sa fille de 8 ans qui va jouer la psy de comptoir, hein. Non mais vous êtes sérieux? Bref, on se réconforte en regardant le match, hein, qui ici met en scène le Brésil. Donc déjà, le scénariste, il veut traiter du voyage dans le temps, dans ce film, alors que il était même pas foutu d'anticiper que le Brésil ne finirait pas en finale. Bon, ceci étant, pour sa gouverne, c'était difficile aussi d'imaginer que la France finisse finaliste en vrai. Pourtant, c'est le cas. Mais bref. Ça permet donc à Dan de papoter avec sa chiarde, hein, qui était gentiment en train de lire une encyclopédie des sciences, hein, typique de tout gamin de 8 ans, bien sûr. Sauf que, alors que le Brésil s'apprête à marquer le but de la victoire, alors que l'attaquant était hors jeu, même ça, le scénariste, il est pas foutu de le faire bien, hein, il se passe un truc vachement pas commun. Ah, c'est pas banal, ça. Ah, tu l'as dit. Et plus étonnant encore, ce qui en sort. Donc des gens en tenue de mercenaires armés, ce qui a vite fait de foutre le brin, hein. Et de là, une femme prend la parole. Nous sommes vous. 30 ans dans le futur. Mais elle le sort d'où son micro? De son boule? Bref, la situation c'est que, en gros, dans le futur, l'humanité est en train de se faire tarter par une invasion alien et qu'en gros, nous autres, donc les gens du présent, on est finalement leur seul espoir. Il faut que vous veniez vous battre à nos côtés. En gros, la meuf, elle a 20 piges, tu sais, elle arrive à une époque où elle est même pas née et elle demande à ses vieux de venir mourir dans le futur avant même de l'avoir conçu. Vous voyez déjà le merdier. Et donc sachez que c'est le pitch du film. À partir de là, on est parti pour une rétrospective ahurissante de ce qui a découlé de cet événement durant les 2 années qui ont suivi, de cette rencontre intergénérationnelle, hein. Donc rétrospective à travers les divers médias, et on apprend que, en gros, dans le futur, l'humanité se résume finalement à quelques 500 000 survivants. Autrement dit, ça fait pas BZF, hein. Ah, il est fort, hein, l'ennemi, hein. Et donc, pour tenter de sauver l'humanité, eh bien, on a décidé d'envoyer, au moyen d'une machine à voyager dans le temps, toutes nos forces armées pour aller foutre sur la gueule à un ennemi qui a réduit finalement en 30 ans la population mondiale de 8 milliards d'humains, avec une technologie quand même plus avancée que celle d'aujourd'hui, à 500 000 humains, hein. Donc forcément, personne n'est revenu vivant, quelle surprise. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on décide de créer une coalition pour désigner des randoms à aller se sacrifier en vue de tuer les méchants monstres venus de l'espace. Donc les militaires, ils ont pas réussi, maintenant on va envoyer le premier kidam venu, quoi. C'est complètement con. Donc déjà là, t'as vu, il y a plusieurs trucs qui vont pas. Du genre aussi, tu décides d'agir sur le futur plutôt que sur le présent quand t'as 30 ans pour sauver la situation. C'est déjà bien débile et ça montre que finalement, rien que sur ce schéma basique, ça va être quand même compliqué de trouver de la cohérence à chaque approche que tentera le film, notamment autour du voyage temporel, puisque, en fait, le scénariste, il connaît tellement rien qu'il mélange donc 3 paradoxes connus en la matière, à savoir celui du grand-père, le paradoxe du voyageur du futur et celui de l'écrivain qui sont déjà très contradictoires entre eux. Mais ça, vous verrez, on aura l'occasion d'y revenir assez souvent. Mais surtout, ce qui est encore plus con, c'est que si t'envoies l'humanité du présent mourir dans le futur, ça veut dire que dans les 30 ans qui suivront, comme je le disais tout à l'heure, où cette humanité est censée servir pour assurer justement déjà en partie la résistance et la survie de l'espèce, bah en gros là, au vu des dégâts que provoque l'ennemi, ces gens en fait tu les retires totalement du présent et donc au prix de millions voire milliards de morts, tu réduis déjà la natalité et donc de surcroît la population du futur pour faire face à l'ennemi. C'est complètement con. Surtout quand t'as déjà sacrifié tout ton potentiel militaire actuel. Bref, accrochez-vous, ce n'est que le début. Donc le lendemain, on retrouve Dan qui essaie de faire cours à sa classe de neuneux, hein, qui en ont visiblement rien à branler d'étudier la science, hein, sauf un Jean Lucien qui, lui, voudrait parler... Des anciens volcans. Des anciens volcans.
Les volcans, c'est la nature en colère, les gars. Qu'est-ce que ça vient foutre là? On n'en sait absolument rien, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, vu déjà le potentiel de ce film à faire de la surexposition, hein. Bref, effectivement, c'est pas la gaieté dans la salle de cours. Ah bah en même temps, tu le prendrais comment si tu savais par un messager venu du futur qu'à l'âge de 50 piges, tout au plus, tu auras 99,9% de chance d'avoir passé l'arme à gauche. Et la seule parole sensée du film viendra finalement de Dan, qui explique donc que... Mais s'il y a une chose dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de scientifiques. Il faut continuer d'innover. Bah oui, c'est sur l'innovation et la science qu'il faut concentrer les efforts pour connaître et vaincre l'ennemi. Connaître et vaincre l'ennemi. Ce qui représente d'ailleurs donc une des bases de l'art de la guerre, donc anticiper et connaître l'adversaire. Mais bon, le scénariste, qui veut traiter quand même d'un certain aspect militaire de la chose, en connaît finalement autant en la matière qu'une éponge Spontex. Manque de bol, Dan reçoit un message, et c'est donc la coalition qu'il convie à rappliquer FISA hein, pour prendre quelques informations à son sujet. Et donc là, il est accueilli par des militaires qui rigolent pas, hein, où justement on lui demande de mettre son bras dans un trou. Mais non, pas ce genre de séquence, mais plutôt comme ça. Donc oui, c'est vrai que ça rappelle cette séquence. Hein. Veuillez introduire votre avant-bras dans le réceptacle à avant-bras. Ceci étant, dans les deux films, l'humanité est aussi débile, donc finalement ça se tient un peu. Et donc en scannant son ADN, les militaires, donc selon leur base de données établie via les infos du futur, de découvrir que Dan est voué à mourir dans 7 ans. Alors ça c'est moche quand même de l'apprendre comme ça, hein. Et que de ce fait, eh ben, ça le place en priorité 1 pour aller faire un petit saut dans le temps, l'arme à la main, ce qui rend pas spécialement jouasse notre héros, du coup... Donc voilà, il écope de ce dispositif qui donc a plusieurs fonctions, donc le tracé dans le temps et l'espace. Donc avec ça, pas de possibilité de désertion, et surtout le principe c'est que quand tu es envoyé dans le futur, c'est pour une durée de 7 jours, et que si toutefois tu survis à ces 7 jours, ce qui se résume grosso merdo à seulement 30% de chance, et pas forcément en étant sûr de revenir avec tous tes morceaux, hein, eh bien le passé te renvoie illico dans le présent, et tu as fini ton service, merci, au revoir. Ah non mais c'est vrai, hein, quel que soit ce que tu fais dans le futur, passer les 7 jours, tu rentres à la Casbah. Même si tu es à 5 minutes de livrer l'acte qui sauverait toute l'humanité, on te renvoie chez toi. C'est intelligent, hein. Du coup, comme Dan semble abonné au fait de devoir annoncer que des nouvelles de merde à sa femme, hein, il va lui expliquer la situation, donc bah forcément elle est toute triste, si ce n'est que bon, s'il meurt, elle va toucher une pension d'1 million de dollars, ce qui permettra enfin de changer la bagnole du coup. Mais oui, pour ça faut qu'il meure. Ah bah en même temps, je suis désolé, hein, faut faire des choix dans la vie. Hein. Mais pour l'heure, bon, elle reste quand même triste, hein, au moins un petit peu, histoire de... Et lui vient en tête une solution potentielle. On va s'enfuir. Chut, viens par là. On va s'enfuir. Eh oui, mais sauf que le bracelet, il peut te pister. Ce qui fait que le scénario est bloqué dans cette proposition. Mais comme on est sur le bousoscope, vous pensez bien que ce film n'échappe pas au courroux de la magie des scénarios de merde, hein. Ce qui fait qu'il existe désormais une échappatoire à ce problème de bracelet, le piratage. Et oh bah ça alors, comme de par hasard, il se trouve que le papa de Dan est une des rares personnes aptes à pouvoir faire cela. C'est pas génial. Et même si Dan ne semble pas spécialement enjoué par cette perspective, à savoir pourquoi, hein, il décide quand même de rendre visite à son vieux, qui crèche donc dans un hangar avec de vieux avions militaires mis hors circuit, hein. Et donc c'est là qu'on découvre que Dan est fâché effectivement avec son papa, parce que, bah tu comprends, autrefois il l'a abandonné lui et sa mère. Mais alors, pour vous la faire courte, faut savoir en fait que papa, il a fait le Vietnam. Et comme tous ceux qui ont fait le Vietnam, ça lui a un petit peu fumé le ciboulot. Et il en avait pleinement conscience. Du coup, pour protéger sa famille de lui-même, il a préféré la quitter. Sauf que Dan, lui, bah non, il veut toujours pas croire ça. Hein. Donc, situation prétexte à refaire une scène d'exposition pas du tout forcée sur la situation familiale un peu tendue, et surtout en vue de présenter le personnage du papa. T'es pas parti pour nous protéger. T'as abandonné. Et Dan de repartir.
Alors attends, rappelle-nous déjà pourquoi t'es venu ici. Ah oui, te faire retirer le bracelet. Donc oui, par pur ego, eh bien Dan préfère aller mourir dans le futur plutôt que de se rabibocher avec son vieux, hein, c'est génial, hein, le sens des priorités, tout ça. Donc scène qui finalement ne servait strictement à rien, si ce n'est de gonfler la durée du film de 5 minutes supplémentaires, et surtout faire rentrer au forceps dans l'histoire le papa de Dan, hein, donc vous savez, au cas où le scénario aurait, je sais pas moi, besoin de lui ou de son avion militaire. Bon par contre, reprocher à ton père d'avoir abandonné sa famille à cause du Vietnam, ça te fait chier. Mais là, par ta décision, tu vas devoir abandonner la tienne pour aller mourir au combat? Non, pas de problème avec ça, pas de sensation de contradiction, ça va? Bref, il va annoncer la mauvaise nouvelle à sa femme, comme à son habitude, encore une fois, mais aussi à sa fille, hein, qui pleure très fort et en fait même des cauchemars, et que bah du coup, pour l'aider à se rendormir, ils se mettent limite à réciter tous en chœur le tableau périodique des éléments. Ah, c'est fabuleux à quel point tu ne sens pas du tout l'insistance du film à poser des éléments indiquant qu'une gamine de 8 ans a une passion vorace pour les sciences plus que douteuse. Enfin, je veux dire, entre ça, le jeune lycéen et sa passion pour les volcans et le père et son avion militaire, cette scène, c'est tellement subtil que je vois pas comment on pourrait en déduire que ça a un but spécifique pour l'histoire. Enfin bref, avançons parce que de toute façon, on n'est pas au bout de nos peines. Dan dit donc au revoir à sa famille pendant au moins... au moins 30 secondes, hein. Oui, bon, en même temps, pas besoin de plus, puisque Dan, de toute façon, sait qu'il va revenir, hein, vu qu'il est le héros, hein. Et le voilà qui se pointe au QG de préparation, ou alors là, c'est fabuleux. On va conditionner tous les désignés pour aller au casse-pipe, avec donc, en guise de coach, des gamines de 20 piges qui se prennent pour le sergent Hartman, tu sais. Je suis le sergent Diaz, et je ne suis pas votre ami. Lui, si. Donc on leur montre des gros flingues, mais on leur apprend surtout pas comment s'en servir, hein. On habille ceux qui sont venus à l'arrache pour des conditions de guerre. Oui, parce que bon, t'en as, alors c'est extraordinaire. Ils se sont pointés pour partir à la guerre en short. T'as même lui là. Non mais à quel moment tu te lèves le matin en te disant bon allez, je vais à la guerre. Dis Janine, t'as mis où ma tenue de cuistot et ma toque? C'est un non-sens. Bon alors pareil, hein, on t'envoie des gens genre 120 kilos avec la bedaine qui pousse les murs, tu sais, le genre de personne que tu sais qui va crever dans la minute qui suit son arrivée, alors que, je sais pas, c'est peut-être des mecs qui ont des diplômes d'ingénierie en armement qui contribueraient à concevoir les armes pour le futur, enfin, je sais pas quoi, quel intérêt? Bref, Dan découvre qu'il est assigné à la section de recherche et fait donc la connaissance de lui, donc Jean-Michel Cascouille, hein, qui fait que de parler, donc typiquement le cliché du blague de service slash comique du film. Hein. Et puis on te présente lui aussi, hein, qui se la joue carrément solo, du coup on va l'appeler Anne, et qui apparemment serait là pour la 3e fois, hein, parce que... J'aime me battre. Là, durant le briefing, les 2 nouveaux potes sont assez stupéfaits quand même par une petite chose, c'est que, en gros, la plupart de ceux désignés pour partir dans le futur, bah, ce sont effectivement que des gens d'au minimum 40 piges, tandis que les gens du futur, présents pour préparer tout le monde dans le présent, bah, ils ont genre 20 piges, et donc ils en déduisent que, en gros, dans le présent... Ils sont pas encore nés. Donc une manière pour le film de prétendre que, vous avez vu, hein, on n'est pas con, on essaie même de vous montrer qu'on respecte les règles du voyage temporel, hein, même si bon, depuis le début du film, on a bien fait caca dessus, puisqu'en parallèle, on les briefe pour leur expliquer comment ça marche un petit peu tout ça, ou plutôt on t'explique à toi comment ça marche, notamment le voyage dans le temps dans ce film, et alors là c'est drôle. Écoutez bien parce que c'est à partir de là qu'on va voir ensuite toute l'incohérence de ce film, qui est quand même massive, hein. Donc en gros, dans le futur, on a créé une machine qui permet de voyager dans le temps, mais seulement sur une temporalité glissante avec 30 ans d'écart. Genre, tu peux pas voyager dans 25 ans. Pour reprendre l'exemple du film, c'est le concept de 2 radeaux qui se déplacent sur un même cours d'eau, mais avec toujours la même distance qui les sépare. Pourquoi? Personne ne sait, même le scénariste, hein. Pourquoi on peut pas fabriquer plus de radeaux? Eh bien parce que ce serait trop intelligent. Le fonctionnement du portail est assuré par des chewing-gums et des bouts de ficelle. Alors dans ce cas, j'ai envie de dire, pourquoi vous venez pas du futur avec les plans de votre technologie? Comme ça, on l'a créé à notre époque.
Enfin, je sais pas, non? D'ailleurs, au pire, si vous n'avez pas les ressources matérielles nécessaires pour pouvoir faire la guerre, pourquoi vous envoyez que des gens dans le temps et pas du matériel? Bref, non, parce qu'effectivement, ça arrangerait pas le cap choisi par le scénariste, hein, qui est bien pire. Et donc, on t'explique que, en gros, les aliens, tous les 6 jours, ils attaquent plus du tout. Parce que, en fait, c'est une sorte de RTT où ils organisent des soirées raclette, hein, donc c'est le meilleur moment, effectivement, pour l'arrivée de nos soldats de fortune. Et pour finir ce briefing en beauté, une prétendante va poser la question ultime, à savoir... Pourquoi on n'a pas de vidéos ou de photos, savoir contre quoi on se bat, ça pourrait peut-être aider. Et là, la réponse, c'est que en gros, on fait ça pour pas les choquer. Ah ouais, ok. Donc en gros, tu leur demandes de faire la guerre contre un ennemi, mais il sait pas à quoi il ressemble, et le jour J, mais tu crois qu'il va se passer quoi? Le choc traumatique instantané, tout ça, ça vous parle pas? Non mais le scénariste, c'est... Attends, je vérifie un truc... Ah bah non, moi je pensais qu'il aurait été scénariste aussi des Teletubbies, mais en fait non, pas du tout. Bref, après toutes ces informations, un instant de répit s'impose effectivement pour encaisser autant de conneries, hein, quand soudain... Situation d'urgence donc, hein. Le centre de recherche a été attaqué. C'est le dernier laboratoire qui étudie les White Spikes. Si on le perd, on perd la guerre. Donc retenez bien cela, on aura l'occasion effectivement d'en reparler de ce fameux centre de recherche à Miami, hein. Bon, par contre, on en parle du fait que le scénariste a volontairement pondu la règle du jour de RTT chez les aliens pour finalement l'oublier 5 minutes après? Eh ben non. Bref, on place tout le monde dans une pièce de voyage temporel et c'est parti. Manque de bol, la machine déconne. Lieutenant, j'ai un problème avec les coordonnées d'atterrissage. Parce que, voilà, le scénariste a décidé, sans aucune raison plausible, que la machine déconnerait. Ce qui fait qu'ils ne sont pas transportés à 1 mètre au-dessus du sol, comme ça devait être prévu, mais à plusieurs centaines de mètres. Et donc la suite, vous la connaissez, hein, c'est la fameuse scène du tout début du film. Mais interrompons notre découverte de ce débit de conneries pour soulever un lièvre, vous voulez bien, qui risque de faire fortement appel à vos notions les plus basiques de maths, hein, à savoir que entre le point de départ du voyage, qu'on va appeler A, et le point de destination dans le futur, qu'on va appeler B, l'écart est donc de 30 ans, comme expliqué dans la thèse des deux radeaux. Mais en sachant que la situation du match de foot au début du film se passe environ 1 à 2 ans avant le point A, donc quand on sait compter, ça fait 32 ans. Alors je pose la question au scénariste, pourquoi vous avez dit que finalement il y avait 28 ans qui séparent le match de foot du point B? J'en peux déjà plus. Mais attendez, c'est pas fini. Pour dire à quel point c'est encore plus débile, oui, c'est possible. C'est que lors du brief, on leur a dit quoi? Vous allez rejoindre vos homologues en 2051 dans un centre de recherche fortifié. Autrement dit, le point B, c'est 2051. Ce qui veut donc dire tout logiquement que le point A, c'est en... Eh oui, 2021, voilà, merci pour ceux qui ont suivi. Donc, tout logiquement, la finale de la Coupe du Monde, c'est en 2020, dans ce film. Alors, comme Gogol est mon ami, allons jeter un petit œil, Coupe du Monde au Qatar, ah, voilà, 2022, ce qui correspond tout naturellement à la date indiquée au début du film, à savoir le décembre 2022, effectivement, il y a un truc qui cloche. Et pas qu'un peu, puisque oui, concrètement, ça veut dire que si on suit toutes ces données, les gens qui sont arrivés du futur, donc en 2022, pendant la Coupe du Monde, finalement, ça s'est passé après le moment où Dan est parti pour le futur. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui va juste sur de la notion de mathématiques niveau primaire. Et le scénariste, il a la prétention de vouloir jouer avec les notions de voyage dans le temps pour pondre son histoire. Mais c'est... Bref, comme Jean-Michel Cascouille, c'est le copain de Dan, et que en plus il est censé être le guignol de service, bah forcément il survit. Et puis Han Solo aussi, parce que bah de toute façon on nous l'a présenté avant. Bon, par contre les autres, hein, comme on s'en fout, ils sont presque tous morts avec la gueule qui a fusionné avec le bitume. Hein. Là, on découvre un Miami complètement dévasté, hein, mais comme c'était pas assez déprimant, le réalisateur s'est dit que bah, ce serait bien en plus de rajouter aussi un petit peu d'orage et des éclairs. Hein. Et donc là, ils reçoivent leurs consignes du commandement par radio, et du coup, Dan prend la tête des opérations. Ok Dan, écoutez-moi bien. J'ai votre équipe en visuel. Donc retenez bien ce moment-là aussi, parce qu'on va avoir l'occasion effectivement d'y revenir.
Bref, la mission est simple, il faut aller effectivement au labo, récupérer l'équipe de recherche et donc leur recherche. Donc vous savez, ce même labo qui apparemment a été attaqué par, en l'occurrence, des aliens qui, en quelques années, ont décimé 99,9% de la population mondiale. Alors je ne doute absolument pas que des scientifiques ont su les repousser en attendant l'arrivée des renforts, peut-être en leur balançant des souris de labo pour leur boucher une dent creuse, ou peut-être en mettant carrément le loquet de verrouillage de la porte d'entrée. Ah bah oui, non mais attends, ça dissuade vachement ça. Mais bon, la situation urge parce que, en fait, le commandement a ordonné un raid aérien voué à détruire toute la ville, donc en gros, mission de sauvetage. Alors du coup, c'est quand même une sacrée chance que ce soit tombé sur Dan, ce genre de mission, vu qu'il a déjà fait ça à l'époque en tant que militaire. Eh oui. Ah non, mais certains appelleraient ça une facilité scénaristique. Mais non, voyons, ce n'est que pur hasard. Du coup, ça se met en marche, et là, c'est quand même un sacré coup de chance, parce que ils peuvent traverser plusieurs pâtés de maison sans se faire attaquer, parce que, tous les aliens sont partis au pub, vu que c'est happy hour, c'est génial. Bon alors, accessoirement, il y a elle, là, à droite, qui est en tailleur avec cravate, mais heureusement qu'on leur avait donné des uniformes. On essaie d'avoir les yeux partout. En haut, en bas et tout autour. Et sinon, chuchoter pour éviter d'attirer l'ennemi, non, c'est trop. Une fois dans le bâtiment, c'est désert, enfin non. Il y a bien des chercheurs, mais bon, qui ont été suspendus comme des jambons dans une vitrine d'une charcuterie espagnole. Donc là, le nouvel objectif, à défaut de pouvoir sauver des gens, c'est finalement de récupérer des tubes à essai avec des produits d'études dedans, et les disques durs que notre équipe retrouve à l'aise. Enfin, je sais pas, mais je tiens quand même à rappeler que ça se passe en 2051. Mais t'inquiète, la technologie est exactement la même que dans le présent, c'est fabuleux. En gros, dans le futur, technologiquement parlant, ils ont pas évolué d'un iota en 30 piges, quoi. Bref, mais là, ça urge vraiment parce que... Colonel, le raid va commencer. Et que, en gros, le bombardement aura lieu dans 6 minutes. Mais genre, s'ils trouvent pas tout ce dont vous avez besoin, vous les bombardez et vous dites adieu à vos matériels scientifiques d'extrême importance ou quoi? Ça se passe comment? Et les voilà qui évacuent le bâtiment, du moins jusqu'à ce qu'ils fassent connaissance avec l'ennemi. Donc en gros, ça... Charmant. Donc des bestioles dont l'objectif est très clair. À mort tous les humains! Qui se jette dessus, mais avec une dalle aussi impressionnante qu'un curé devant des élèves d'une école de catéchisme, sachant que ces saloperies sont hyper rapides, elles sont assez mastoc, et qu'en plus leur organisme fabrique des projectiles naturels meurtriers, mais plus vite qu'une personne atteinte de la maladie de Crohn peut produire des selles, quoi. Là, Jean-Michel Cascouille nous offre sa meilleure prestation. Mais genre, ça dure 10 secondes le truc, quoi. Tandis que tous les nobody qu'on n'a pas voulu nous présenter au début de la mission meurent effectivement tous, c'est ce qui est logique. Donc ça tire dans tous les sens en rafale avec des armes de 8000 cartouches, comme dans tout mauvais film, bien évidemment. Sachant que, pour les tuer, il faut viser la gorge ou le ventre. Mais même en les mettant bien en évidence comme ça, là... Eh ben, ils meurent pas. Ah, c'est bien la logique, Une fois sortis du bâtiment, ils rejoignent la zone d'évacuation, alors coursés par des bestioles qui cavalent plus vite qu'un putain de jaguar. Mais bon, ça va, nos héros sont quand même plus rapides, merci. Bon, au passage, ça fait presque 10 minutes que les avions de chasse ont décollé et que la zone devrait déjà avoir été bombardée depuis 4 minutes. Mais comme nos héros ne sont pas encore sortis de l'auberge, le temps finalement s'écoule beaucoup plus lentement, ce qui est quand même bien pratique, n'est-ce pas? Et une fois que c'est bon... Donc la ville est entièrement détruite et tous les aliens sont morts, sans exception. Mais heureusement, l'explosion s'arrête à 20 mètres de nos héros. Quelle chance! Un peu esquinté quand même, Dan se réveille dans une unité médicale d'un camp militaire avec donc son pote Jean-Michel Cascouille. Et là tu découvres, donc au même titre que les fameux disques durs tout à l'heure, qu'effectivement, même sur le plan des technologies militaires, l'humanité a tapé la sieste pendant 30 piges. Sérieux, Oui, parce que le scénariste finalement n'a pas pensé à ce détail d'une potentielle évolution technologique militaire en 30 ans. Mais ce que je comprends aussi, moi, via cette image, c'est que en gros, on a envoyé au casse-pipe un bon millier de Pékins du présent, duquel seule une dizaine de Gus finalement a réchappé,
pour une mission d'exfiltration, sachant qu'à l'issue de ça, il fallait eux aussi les exfiltrer, alors qu'en fait il suffisait juste d'envoyer un putain d'hélico pour aller récupérer l'équipe de scientifiques à Miami. C'est fabuleux quoi. Bref, le haut commandement demande à voir Dan. Du coup, comme j'ai réussi la mission, j'ai le droit de voir vos gougouttes. Sauf que, en fait, il découvre que la demoiselle là, c'est sa fille, hein. Donc ça la fout mal, hein. Mais enfin, vous avez vu, c'est fou quand même, comme tout est bien fait, hein. Le héros va dans le futur, et sur les 500 000 humains restants, la personne qui gère la mission de la dernière chance qui va l'aider dans sa quête, c'est sa gamine. Et vu qu'en plus, à 8 ans, elle lisait des encyclopédies des sciences, hein, c'est tout naturellement que dans le futur, elle est devenue une figure scientifique majeure. Bah oui, hein. Du coup, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai acheté un petit avion de ligne en jouet à mon fils, comme ça, je suis sûr que plus tard, il sera pilote chez Air France. Ah visiblement, ça marche comme ça, hein. Bref, l'émotion de savoir que sa fille dans le futur est encore vivante, hein, l'habite tellement qu'il l'embrasse très fort et... non, en fait, il fera rien. Bref, là, elle lui fait un petit topo de la situation. Dans les prochaines semaines, la race humaine disparaîtra complètement de la surface de la Terre. C'est sûr que c'est pas top, et donc elle lui explique que, en gros, elle l'a pas fait venir pour taper des retrouvailles, mais pour une raison bien précise. C'est quoi cette raison? Je te le dirai en temps voulu. Voilà donc encore une parade de mauvais scénaristes pour tenter de garder le mystère sur un potentiel retournement et faire l'effet de surprise, hein, mais qui tombe à plat rien que par ce propos, hein. Et donc en attendant, effectivement, elle l'invite à voir un truc que l'armée surveille. Ah, c'est pas ce que j'ai vu à Miami. Non, ce que tu as vu à Miami était des mâles. Là, c'est une femelle. Donc ça veut dire qu'il y a des mâles et des femelles, donc une race sexuée, synonyme que pour qu'il y ait reproduction, ça implique accouplement, zizi pampan et tout le tralala. Bon par contre, pas un mot sur des aliens non genrés, transsexuels ou autres, franchement, pas progressiste ce film, hein. Voilà, c'est vraiment pro-réac avec des idées mais jugées dans notre monde moderne comme totalement rétrogrades, hein. C'est limite malsain, hein. Avec ça, on n'aurait jamais pu prendre le scénariste de ce film pour organiser la cérémonie des JO en 2024. Hein. Bref, l'équipe de Murray, puisque maintenant, oui, la fille de Dan a un prénom, hein, donc c'est Murray, a conçu une toxine, mais qui tue uniquement les mâles, d'où la nécessité, effectivement, de l'opération militaire à venir, de capturer une femelle afin d'user de son sang pour créer une toxine adéquate. Enfin, j'ai envie de dire, si ta toxine tue déjà les mâles, tu la produis en quantité exponentielle via les labos du présent pour envoyer la toxine dans le futur, tu la bombardes en aérosol à l'échelle mondiale, il reste plus que des femelles. Et après ça, tu crois que quoi? Qu'elles vont tomber en cloque en se tripotant la tirelire toute seule? Bref, on est parti pour la mission à laquelle est convié Dan, mais qui y va les mains vides, hein, parce que je vois pas pourquoi on devrait lui donner une arme alors qu'ils vont aller faire mumus directement dans le bésodrome de l'ennemi. Mais passons cap sur le nid, et pour tuer le temps du trajet, Dan a quand même bien envie d'enfoncer quelques portes. Hein. Quand ils m'ont installé ce truc, ils ont dit que j'allais mourir dans 7 ans. Donc il aimerait bien savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, et peut-être avant. Mais voilà, dans un état malaisant, Murray de lui répondre. Je crois qu'il faut mieux qu'on s'en dise le moins possible. Moi déjà, au vu de l'accueil quelque peu froid qu'a reçu ton père, il a dû se passer un truc pas chouette, mais t'as raison, hein, ne lui dis rien. Comme ça, il rentrera dans le présent dans 5 jours sans savoir comment corriger le tir. Hein. Ces personnages sont écrits avec les pieds d'un cul-de-jatte, ma parole. Alors une fois dans le nid, ils ont truffé la femelle de tranquillisant, ils l'ont ligoté comme ils pouvaient, mais bon, visiblement la bestiole, c'est pas trop son délire, hein, les plans bondage sous tranquital, et elle le fait bien savoir, hein. Ce qui fait que des 10 mecs qui tentent de la tenir en respect, finalement elle en bute genre 15 en 30 secondes. Ce qui fait que, par pur calcul mathématique, eh bien il en reste encore 10. Quoi? Oui, effectivement, ça confirme que le scénariste et les maths, hein, eh bien ça fait 13. Hein. Ceci dit, je sais pas si on peut dire qu'il est plus doué pour l'écriture. Hein. Bref, Murray vient en aide au groupe, pour tenter de mettre au moins l'affreuse dans une cage, alors que tu sais pas comment ils ont fait pour la faire rentrer dans le nid, vu que, alors l'entrée du nid, ça fait genre 1 mètre de diamètre, alors que la cage, elle est dimensionnée pour pouvoir emmagasiner une saloperie de bestiole de la taille d'un éléphant, quoi.
Mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Bon, sauf que là, ça semble un petit peu compliqué, d'autant que tous les mâles queutards se mettent effectivement à rappliquer, parce que tu penses bien qu'ils sont pas trop d'accord pour qu'on leur retire la nympho du village, hein. Mais alors, j'ai envie de dire, pourquoi vous la butez pas juste ? Puisque, voilà, enfin, je sais pas, vous récupérez son cadavre, vous utilisez les parties de son corps nécessaires, avec notamment du sang, pour créer la toxine, et puis c'est bon, c'est réglé. En quoi c'est nécessaire qu'elle soit finalement en vie ? Surtout si en plus, vu l'état de détresse, vous êtes même pas sûr de pouvoir la ramener au bercail. Bref, tout le monde se met à crever sauf Nuri, parce que bon, c'est la fille du héros, hein. Mais face à cette galère, Dan décide de venir en aide avec ses petites mains, et comme c'est le héros, bah finalement ils parviennent à foutre la bestiole dans la cage à 3, hein, alors que à 10 c'était impossible. Non mais même Tom Cruise n'a pas autant d'audace et de prétention quand il risque sa vie sur les tournages des Missions Impossibles, quoi. Bref, il est donc temps pour nos héros d'évacuer en speed avant justement que les mâles ne décident de calmer leurs pulsions sexuelles sur eux, hein. Donc c'est bien ce que je disais, comment ils ont fait pour faire rentrer la cage dans le nid? Bref, donc je vous passerai les détails de cette séquence qui repompe allègrement Starship Troopers, hein. Et là, Dan se fait avoiner par sa fille parce que bah, il est venu les aider, hein. J'ai pris une décision. Ah ouais, t'aurais pu faire foirer ma mission. Mais meuf, il serait pas venu, t'aurais fini en steak haché, quoi. Et vous auriez jamais réussi à kidnapper la femelle alien en plus. Et puis j'ai envie de dire, dans ce cas, pourquoi tu l'as amené s'il avait pas à intervenir? En sachant que il se serait forcément sacrifié pour sauver sa fille d'une situation merdique. Désolé, je suis toujours ton père. Voilà, merci. Et là, comme elle est chafouin de ne pas avoir eu le dernier mot, hein, bah forcément elle va lui sortir ses 4 vérités, hein, donc notamment ce qu'elle ne voulait pourtant pas qu'il sache, mais que en fait, bah, tout ça était une parade du scénariste pour ne pas vendre la mèche trop vite sur une révélation potentielle. Tu nous as quittés. N'importe quoi, non. Si, tu nous as abandonnés. Oh bah ça alors! Je vous quitterai jamais, ça j'en suis sûr. Ouais, alors mon petit Dan, j'ai quand même envie de te dire, elle sait ce qui s'est passé. Hein, voilà, pas toi. Et alors c'est quand même beau de savoir que le mec, il reprochait à son vieux de l'avoir quitté lui et sa mère après le Vietnam parce que il devenait dangereux. Et ben en gros finalement, tu découvres qu'il est en train de préparer un avenir totalement similaire. Oh bah ça alors, comme s'il fallait provoquer un événement poussant justement à la remise en question personnelle pour peut-être l'inciter à se réconcilier avec son propre père par la suite du film, tu sais. Bref, tout ça pour découvrir qu'il finira mort d'un accident de voiture, hein. Normal, c'était une Renault. Ah bah, roule en Renault, roule en tonneau, hein. Bon, et sinon, le fait de révéler à ton père son avenir, qui risque aussi d'influer différemment sur toi, et donc de faire de toi une personne totalement différente, ça va, ça te pose pas de problème? Bah non, mais bon, vous verrez ça pourquoi plus tard. Reçu Viper, l'escorte est en route. Bref, cap sur le dernier bastion de l'humanité, donc vous savez, la super base qui se trouve donc en plein océan, hein, et à l'intérieur, donc il y a un labo dans lequel on a ligoté la méchante femelle, mais avec des bonnes grosses chaînes, dans une position qui rappelle certaines rubriques sur des sites pour adultes, hein, genre un truc qui commence par BD et qui finit par SM, hein. Le tout overshooté avec assez de chloroforme pour endormir tout un zoo, hein, qu'on lui administre toutes les heures, parce que bah, tout à l'heure on a vu que le tranquital ça sert pas à grand chose, hein. Et donc en gros le but étant de lui prélever du sang pour en créer la toxine. Donc je vous pose la question, si tu avais juste besoin du sang, pourquoi vous avez risqué d'échouer votre mission pour la ramener vivante, alors que morte ça suffisait? Eh bien parce qu'il fallait effectivement glisser une petite séquence d'action et surtout bah, il fallait une femelle en vie pour la suite, évidemment. Donc il est temps de trouver la fameuse toxine, et alors là, c'est fabuleux, hein, parce que de ce que je vois, c'est que au début du film, il y avait le fameux labo dans lequel on pouvait rentrer comme dans un moulin au cœur d'un Miami envahi par la vermine alien, et qui disposait justement de la meilleure avancée sur la création d'une arme biologique pour les tuer, hein, mais que en gros, il vous a fallu attendre que ce labo se fasse attaquer pour que vous décidiez finalement de tout récupérer, alors que vous auriez pu, depuis longtemps, tout transférer sur votre site ultra sécurisé et ultra technologique qui dispose d'un labo de ouf. Mais pire encore, eh oui, on peut faire pire, c'est que au final, s'il fallait juste du sang de femelle pour créer la toxine, dans ce cas, à quoi servait le sauvetage des données du labo de Miami? À rien, strictement à rien, voilà. Ce film est une comédie en fait. Bref, on se met à l'œuvre avec des tests par centaines et plein d'enthousiasme, hein.
Tu vas sauver le monde. Liaison à l'enzyme, 37%. Bah non, visiblement, c'est pas près d'arriver. Maintenant, Dan a quand même une question intelligente à poser. Mais souvent, dans ce genre de film, c'est pour trouver une réponse con, hein. Quand t'auras trouvé cette toxine, tu sais comment la disperser? Oui, j'ai une solution. Voilà qui est intéressant. Et donc, Mais ça sert à rien d'en parler avant d'avoir la certitude que ça fonctionne. ouais, donc là, c'est encore une parade de mauvais scénaristes, hein, donc, équivalente à celle où, en fait, fallait pas dire à Dan ce qui allait lui arriver dans le futur. Donc en gros, papa, désolé, mais je veux pas te dire quel est notre plan, hein, je préfère garder ça pour moi, jusqu'à la dernière minute, hein. Sauf que, je suis désolé meuf, mais si tu fais un AVC dans la nuit et que tu meurs, ça se passe comment? Bref, c'est débile à souhait, mais bon, c'est la manière la plus subtile que peut trouver un mauvais scénariste pour ne pas divulguer trop vite une révélation, hein. Enfin bref, si nos héros pouvaient arrêter de déblatérer autant de conneries, parce que bon, ils ont quand même un petit peu du boulot, hein, et puis surtout que bon, c'est pas comme si Dan rentre dans le présent demain, hein, donc le jour de la sieste des aliens, puisque je le rappelle, ils font la sieste tous les 6 jours. Le lendemain, Muri est toujours en train de faire des tests, parce que bon, hein, ça fait 24 heures qu'elle a pas dormi dans un contexte épuisant de guerre, mais bon, ça va, elle peut encore tenir 2-3 jours comme ça, hein. Donc encore des tests et des tests et des tests, hein, mais sans succès, le tout dans un empressement douteux, à quelques heures du départ de son père en plus, hein. Mais bon, pour faire plaisir aux scénaristes sur la révélation qu'il nous réserve, on va tous faire comme si on ne se doutait absolument de rien. Sauf que Dan, lui, il est pas du genre patient, hein, il veut savoir, quoi. Tu m'as dit que tu m'avais fait venir ici pour une raison. Ça veut dire que j'ai forcément une utilité. Bah oui, parce qu'il est comme nous, Dan. Il trouve ça débile de rien devoir dire du plan à l'avance, alors que de toute façon, il faudra qu'il le sache tôt ou tard. Et là, on te balance le fameux troupeau d'éléphants qui était dans le couloir, mais que le scénariste pensait que tu l'aurais pas remarqué, hein, à savoir... Si cette toxine fonctionne, je veux que tu l'emportes avec toi. Et oui, donc pour ensuite produire la fameuse toxine en masse et tuer les aliens au départ de l'invasion. Donc ça sous-entend bien que... Tu pourras faire en sorte que cette guerre n'arrive jamais. Donc oui, en gros, influer sur le présent pour changer le futur. Tout comme, jusque-là, le film a joué sur l'idée de prendre des éléments du présent pour aider le futur, donc fortement ancré dans le concept du paradoxe de l'écrivain. Ce qui sous-entend une seule ligne temporelle. Bah oui, mais sauf que... Muri, ce que tu me demandes, c'est de sauver mon futur. Vas-y Dan, continue, je sens que tu vas sortir une connerie. Et après, il se passe quoi? Je te laisse mourir ici. Eh bah oui, voilà, ça a pas manqué. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Parce que en gros, là, on partirait finalement sur le paradoxe du grand-père, qui est contradictoire avec celui de l'écrivain, qui veut que, dans ce cas de figure du film, tu reviens dans le présent pour tuer les aliens avec la toxine, du coup, pas de guerre. Bah alors ça veut dire aussi que tu as sauvé le monde avec une toxine d'un futur qui n'existera plus. Donc, si le futur en question n'existe pas, la toxine non plus. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là que le concept de multivers entrerait en scène, impliquant donc que Dan sauve effectivement son futur à lui, mais pas celui de sa fille actuellement présente en face de lui. Donc oui, jusque-là, le film a exploité l'idée d'une seule et unique ligne temporelle, mais vient de se tirer une putain de dragée dans le panard en mélangeant absolument tout. Mais surtout, le truc le plus con dans cette histoire, c'est que, en gros, Muri confirme que de toute façon, ce futur-là, il est mort. Alors je pose la question, dans ce cas, pourquoi vous avez fait sacrifier des millions d'humains du présent si ça servait strictement à rien? D'autant que ces humains, ils étaient censés donner naissance aux gamins de 25 piges qui constituent la résistance du futur, qui est le tien, mais que vous les avez soustraits de la timeline en les envoyant se faire tuer, je le rappelle. Ça n'a ni queue ni tête. Mais plus con encore, mais si, c'est possible, hein. C'est que si ça implique de créer une nouvelle ligne temporelle, c'est en oubliant que déjà, quand Muri explique à son père qu'il a abandonné toute sa famille, ce qui, évidemment, c'est qu'il va corriger maintenant le tir, maintenant qu'il sait ça, bah ça crée forcément une autre ligne temporelle, en fait. Donc, chaque interaction du futur sur le présent crée systématiquement une ligne temporelle alternative. Donc, vous en avez déjà créé peut-être des dizaines, voire des centaines, avec tous les gens que vous avez fait déplacer dans le temps. Bref, en tout cas, Dan, lui, non, il veut pas, voilà.
Et d'ailleurs, il envisage même de revenir pour sauver son futur à elle, hein. C'est complètement con. Mais heureusement, grâce à la chance, parce que dans 2 heures, ce sera trop tard, hein, vu que Dan sera reparti dans le présent, v'là-t-il pas que... Liaison à l'enzyme, 100%. Ah, ça tombe quand même bien, et ça tombe d'autant plus bien que l'alarme sonne, hein, pile en synchro, justement avec le réveil de la méchante femelle alien, hein, qui pète la calamine, parce que bon, bah, là le chloroforme ne marche absolument plus, vu que le scénariste l'a décidé, hein. Bref, et effectivement, une armée d'aliens hein, qui a appris à nager, donc vient encercler la base parce que, en fait, ils savaient où elle était, hein, voilà. Mais aussi parce qu'ils savaient que la femelle s'y trouvait, et surtout parce qu'ils ont fini par comprendre quelle menace le kidnapping de cette femelle représentait pour leur avenir, quoi. Alors sûrement parce que ils ont trouvé une copie du scénario qui traînait dans un couloir et qu'ils l'ont lu, hein. Bon, d'ailleurs, alors ça, c'est quand même fabuleux, parce que bon... merder autour d'un concept casse-gueule comme le voyage temporel, admettons, comme je l'ai dit, c'est déjà casse-gueule et même les meilleurs y ont laissé des dents, hein. Bon, sauf que là, ce film, c'est le summum, mais sur tout le reste. C'est-à-dire que je le rappelle quand même, mais c'est le jour du départ de Dan, donc le jour de RTT des aliens, puisque c'est tous les 6 jours. Donc en gros, c'est la 2e fois que le scénariste a oublié de prendre en considération ça, quoi. Donc encore une fois, dans ce cas, j'aimerais bien savoir, si c'était si contraignant pour le scénario, pourquoi avoir pondu cette histoire de journée de repos des aliens si t'étais pas foutu de l'assumer dans ton histoire. Bref, donc l'assaut ennemi démarre, mais l'armement reste très limité au vu du nombre d'ennemis qui vient faire coucou, hein. Il est donc temps pour Dan de se barrer tout de suite d'ici avec la toxine, hein, tandis que la femelle est libérée par ses larbins, et qu'elle a bien envie de faire savoir l'humanité que, oh, hein, d'où tu m'endors comme ça pour me piquer du sang, quoi. En plus que, ouais, voilà, et j'ai le sentiment qu'on a fait quelque chose à mon... Bref, je vous passe les détails de la baston où tout le monde se fait dézinguer, mais pas nos 2 héros, hein, merci. Bon, à un moment, quand même, ils finissent encerclés par l'ennemi, et là, ça défouraille à tout va en mode munitions illimitées, hein. Mais bon, contrairement à avant, où il fallait justement vider 50 cartouches pour venir à bout d'un seul monstre en lui tirant en plus dans les points sensibles, bon bah là, ça va, 3 coups au hasard, et l'ennemi tombe par terre. Manque de bol. Donc ça, c'est un coup de la femelle, hein, qui fait savoir que glisser des trucs dans le corps des autres, ça aussi, elle peut le faire, hein. Ce qui fait que Dan, forcément, il est trop vénère et décide de flinguer la maquerelle ennemie, hein, mais qui ne meurt pas. Bon, à un moment, t'as un bateau qui avance tout seul en flammes dans les eaux, hein. Pourquoi? Personne ne sait, mais le scénariste en avait visiblement besoin pour amener un peu plus de péripéties, sinon c'était pas drôle. Puisque oui, le navire s'écrase tel le Titanic 2 dans la station, hein, qui part littéralement en explosion totale, mais pas la machine à voyager dans le temps, parce que sinon Dan pourrait pas repartir dans le présent, et le futur... le film serait fini parce que l'humanité serait condamnée. Donc on n'a qu'à dire que la machine à voyager dans le temps a été recouverte d'une combinaison inifugée, hein. De toute façon je vois pas d'autre explication. Mais face à autant de désespoir, que faire? Eh bien, d'autant qu'en plus Muri est vraiment en train de crever, hein. Mais comme la station s'apprête à être totalement détruite et l'humanité avec, la magie des scénarios de merde fait que, comme par hasard, c'est pile avant tout ça que le bracelet de Dan se synchronise pour renvoyer le Gus dans le présent. Bah oui, parce que à 2 minutes près, 2 minutes plus tard, ce serait foutu. Et donc bah oui, forcément, encore une fois, le film se serait terminé avec l'humanité condamnée à mourir, quoi. Bref, après une dernière péripétie foireuse avec la femelle alien qui lâche rien, hein, Dan se dit qu'il est plus à une connerie près, hein, lui qui tient l'avenir du monde entre ses mains, et tente dans un geste désespéré autant que débile à souhait de sauver sa fille qui est de toute façon morte. Vous l'avez dit vous-même, de toute façon, dans cette timeline, l'avenir est foutu. Et en plus, ta fille a un pieu dans le buffet, ça sert à rien, elle va crever. Donc pourquoi tu sautes? Mais heureusement, le bracelet, alors qui est autant atterré que nous, hein, décide de téléporter Fissa Dan dans le présent. Bref, Dan est forcément tout chafouin, hein, d'autant qu'il apprend que le futur duquel il vient est définitivement condamné, vu que en plus la machine temporelle a été totalement détruite parce que les aliens ont grignoté la combinaison inifugée, hein. Et donc il retrouve sa famille avec un petit moment de trauma quand justement il tombe sur sa gamine, forcément. Bref, le soir il raconte à sa femme tout ce qu'il a vécu. Maintenant j'ai la solution, mais aucun moyen de l'utiliser.
D'autant que s'il faut attendre que l'ennemi arrive pour utiliser la toxine, on va devoir poireauter quand même un petit peu, vu que l'invasion alien débuterait apparemment en 2048. Même si on apprend au détour d'une phrase que, en fait, il n'y a jamais eu d'arrivée de vaisseau. Et c'est là, par rapport à ce propos, que la femme Adan a un instant de lucidité, surtout parce que sinon le scénario serait bloqué. 2048, mais ils sont peut-être arrivés avant ça. Et si c'était arrivé en 2046 ou 47, c'est un endroit où personne ne va. Donc il faut effectivement définir le point d'origine de l'invasion. Et là, on va avoir droit à l'enchaînement de facilité le plus éclaté de l'univers, quand Dan va aller retrouver Han Solo qui a survécu, pour lui demander de l'aide, et notamment la griffe d'alien qu'il porte autour du cou, qu'ils vont apporter à Jean-Michel Cascouille, qui lui aussi a survécu, afin qu'ils analysent la griffe, parce que le hasard a fait que Jean-Michel Cascouille travaille pour un labo de recherche top high-tech, qu'à travers cette analyse, Jean-Michel Cascouille va découvrir qu'en fait, rien qu'en la regardant, il y a de la cendre volcanique dessus, oui, juste en la matant, et mieux encore, que c'est de la cendre de volcan de Chine. À l'œil nu, il voit ça. Comment tu sais ça? Oh, tu veux que je t'explique la composition chimique d'un sédiment route? Clairement pas. Ah c'est sûr qu'il faudrait pas qu'ils te disent oui, parce que sinon le scénariste devrait trouver une explication à comment tu peux savoir tout ça à l'œil nu. Il serait quand même sacrément emmerdé, effectivement. Mais comme l'enchaînement de facilité n'est pas terminé... Comment de la cendre volcanique chinoise peut se retrouver là-bas, en Russie? Tu connais un expert en volcan? Mais oui, on en connaît un. Je vous avais dit, ça puait l'intégration au forceps. Ça a pas manqué, dites donc. Et là, le mec, du haut de ses 15 ans, il te sort un truc ultra farfelu qui s'apparenterait presque au fait de sortir un éléphant d'un chapeau de magicien, tu sais. Et pire, après qu'on lui ait passé un ordi portable, qui est même pas à lui, le v'là qui commence à étayer sa théorie, le mec il te sort un cours avec un support informatique ultra pointu destiné aux rares experts du monde dans le domaine de la volcanologie, comme s'il allait consulter TikTok, tu sais. Bref, et là donc il découvre que... Ils ont toujours été là. Du coup, via une petite simulation, parce qu'on n'est plus à ça près, on découvre que visiblement l'ennemi sera décongelé par la fonte des glaces due au réchauffement climatique, donc un bon moyen de sensibiliser via ce film sur les risques écologiques de nos actes sur le monde futur. Donc si vous n'achetez pas une voiture électrique, le monde disparaîtra. Et ouais, donc soyez prévenus. Enfin, vous, achetez une voiture électrique pour sauver le monde. Bon, moi par contre, je continue avec un bon gros diesel qui tâche, mais voilà, je compte sur vous. Du coup, il est temps de se hâter. Il faut qu'on aille en Russie. Et donc, les v'là partis pour expliquer ça à justement un gras de papier qui dirige toute la coalition autour du foutoir de voyage dans le futur et le présent, mais qui en a strictement rien à foutre, parce que tu comprends, ça coûte des sous d'aller envoyer une mission qui en l'occurrence pourrait sauver le monde, Bon, et accessoirement, comme c'est un peu le bordel dans le monde en ce moment, vu qu'on a quand même envoyé pas mal de gens à la mort pour rien, la Russie, elle, a carrément fermé ses frontières. Il nous faudrait un avion et un pilote prêt à commettre un acte de trahison internationale. Que des trucs qui sont pas à notre portée. Donc comment faire? Si seulement, je sais pas moi, l'enchaînement de facilité scénaristique avait pu continuer encore peut-être un petit peu, mais attendez, mais oui, il y a lui là. Mais oui, vous savez, le père qui cherche sa rédemption familiale, et qui en plus a un cargo sous la main, et qui fait des trucs illégaux. C'est quand même un sacré coup de bol. Et donc, pour gonfler l'équipe, il sera accompagné par elle, donc la meuf du futur qui vient avec une bonne nouvelle. On a fait autant de toxines qu'on a pu. J'espère que ça suffira. Moi aussi. Donc elle, par contre, issue d'un futur qui n'existe plus, bon, ça pousse effectivement à aucun questionnement quant à sa présence dans cette temporalité, mais parce que, effectivement, si le scénariste devait commencer à cogiter autour de tout ça, il ferait effectivement une rupture d'anévrisme. Et donc, oui, on va aller en Russie avec le fameux C-130 Hercule, alors dans le jargon, on l'appelle le C-100cule, et donc tout le monde décolle pour aller déglinguer des aliens en train de pioncer en Russie, mais comme la Russie a fermé ses frontières, et que là, vous cherchez à y entrer avec un avion américain, vous vous faites prendre en chasse par la permanence opérationnelle aérienne de Russie, ils vous tirent dessus comme un lapin, vous mourrez, l'avenir aussi, fin. Ah non, je déconne, partez pas, le scénariste avait déjà oublié ce détail. Ce qui fait qu'ils peuvent se poser tranquillou bilou en territoire hostile, parce que bon, effectivement, les notions de pénétration interdite d'espace aérien d'un pays qui en plus a fermé ses frontières,
les notions de clairance de vol, la sûreté aérienne, tout ça, hein. Bon, c'est des notions pas très claires, réalistes, mais pas très claires quand même, hein. Bon, au passage, on évitera de penser au fait qu'ils ont parcouru plus de 6000 km avec un avion capable de parcourir maximum 5500 km. Voilà. Eh ouais, mais durant leur voyage, en fait, ils ont réussi à traverser un trou noir dans le scénario où justement il y avait une station essence. Enfin, j'ai pas d'autre explication. Bref, une fois sur place, au milieu de l'immensité de la banquise, ils cherchent leur destination. Bon, ils savent pas où ils doivent aller, mais la chance va faire qu'ils vont passer dans un secteur qui parasite les instruments électroniques de leur motoneige, hein. Bref, c'est comme s'ils avaient atterri en plein milieu d'un champ électromagnétique. Alors ça, c'est quand même pas banal tout de même, hein. Donc, effectivement, ils comprennent qu'ils sont arrivés à leur destination. C'est quand même un sacré coup de bol, hein, parce que t'imagines, s'il n'y avait pas eu ces interférences provoquées par potentiellement un vaisseau spatial, qui devrait se planquer sûrement en dessous d'eux, eh ben, ils seraient encore en train de chercher pendant au moins les 10 prochaines années, quoi. Là, ils font sauter le secteur à coup de bombe, ce qui, évidemment, est vachement pratique quand tu veux pas réveiller des aliens que tu veux buter dans leur sommeil, hein, mais bon. Et depuis l'entrée qu'ils ont provoquée dans la glace, comme il leur faut aller plus en profondeur, eh bien le scénariste a été assez malin pour mettre à leur disposition une cavité menant jusqu'au vaisseau, hein. Bref, Dan, dans un élan héroïque, propose deux choix possibles à ses équipiers. Soit on fait demi-tour et on informe tout le monde avec une preuve, ou on s'en occupe tout seul, hein. Mais comme ils n'ont pas trop confiance en l'humanité, parce que c'est des coups à ce qu'il y ait une grosse succursale qui décide d'exploiter le filon pour en faire des aliens d'élevage, pour ensuite faire des steaks hachés, ce qui serait triste parce que, paraît que leur chair a goût de pourri, hein. Donc bien évidemment, pour éviter à l'humanité de subir un autre désastre culinaire potentiel, surtout après celui des escargots de Bourgogne, moi j'aimerais bien savoir qui un jour a eu l'idée de vouloir bouffer ce truc aussi dégueulasse qu'un escargot, sérieux. Et bien donc il décide de tout détruire sur place, et comme ça, ça lui donne l'opportunité de réparer aussi un litige. Et les secondes chances, ça arrive pas vraiment souvent. Donc on découpe la carcasse de l'engin à la scie, hein, pour y entrer, parce que bon, des matériaux extraterrestres voués à voyager à travers l'espace, ça se découpe easy, hein, dans les films de merde généralement. Mais là déjà, vous avez pas le sentiment qu'on se fout un petit peu de notre gueule en nous faisant une espèce de repompe de The Thing de Carpenter? Et une fois à l'intérieur, il tombe nez à nez avec un cadavre la tête en bas, hein, mais d'une autre espèce d'alien, hein. Ils voulaient pas atterrir ici, ils sont crachés. Un accident? À tous les coups, c'était un vaisseau Renault, hein. Et nos héros de comprendre notamment dans une pièce derrière eux que, en fait, les White Spikes, donc les fameux aliens censés annihiler l'humanité dans le futur, c'est un élevage. Ils les transportent comme un troupeau. Ou comme des armes. Donc il est temps d'inoculer à tout ce petit monde peu sociable sa dose de vaccin d'AstraZeneca, hein, et le résultat est édifiant. En même temps, quand on sait ce que peuvent faire les nanomachines d'un tel vaccin dans le corps de l'injecté, hein. Quoi, je vous parais un peu trop complotiste? À l'époque, je l'ai lu sur Twitter, donc ça doit être vrai. Sauf que comme ces merdes veulent pas crever en silence, elles réveillent leurs voisins. Et là, forcément, les vilains aliens, ils sont pas très contents. Et commencent à sortir, effectivement, de leur plumard pour se plaindre. Parce que, franchement, pas très cool tout ça, quoi. Il est donc temps pour nos héros de se casser le plus vite possible, hein, mais pas avant d'avoir truffé le bolide de l'espace à base de bons gros C4 qui fait boum, hein. De là, alors que les bestioles commencent à sortir du vaisseau, ce qui risquerait effectivement de déclencher la guerre contre les aliens 24 ans plus tôt, ce qui serait moche, c'est quand même pas très malin en tout cas, eh bien on va essayer de deviner qui a des chances de survivre ou de mourir parmi toute notre escouade, hein. Alors entre un héros qui en plus a une fille de 8 ans, hein, mais aussi un Gugus afro qui sert pour faire des blagues, donc logiquement immunisé contre toute mort par la magie des scénarios de merde, hein. Mais il y a également un père qui, après des années de froid avec son fils, vient tout juste d'avoir une chance de connaître sa petite fille. Après on a Han Solo, hein, qui de toute façon est prévu de mourir dans 6 mois d'un cancer, et puis une fille qui vient d'un futur qui n'existe plus, et qui n'a donc rien à foutre là, puisque de toute façon, si elle survit et décide de poser ses valoches dans le présent assez longtemps,
elle finirait par exister 2 fois dans le même monde, ce qui foutrait la merdouille, et donc détruirait l'espace-temps. Et à côté de ça, on a une poignée de randoms dont on n'a même pas vu la tronche. Donc oui, le but étant de deviner qui va survivre, qui va mourir. Je sens que ça va être compliqué, allez, je vous donne 3 heures. Bon, accessoirement, on apprenait quand même que les aliens étaient censés être réveillés en 2048, ou un peu avant, suite notamment à une décongélation. Mais au final, c'est complètement con, parce que ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, ils étaient même pas congelés. Ils se sont réveillés parce qu'une poignée d'entre eux voulait pas crever en silence, c'est tout. Ils étaient juste en sommeil. Il n'y a rien qui tient debout là-dedans. Là, au détour d'une fusillade, on découvre qu'en fait, il n'y avait pas qu'une vingtaine de poches de sommeil avec des aliens dedans, hein, mais des milliers. Donc autrement dit, le vaisseau, il doit être quand même assez balèze. Hein. Surtout que c'est pas avec 2 pains de C4 que tu vas faire péter le truc en entier, mais... Par chance, oui, tout le vaisseau explose avec dedans les aliens, hein, parce qu'en fait, ils avaient coupé les pains de C4 au Guronzan, hein, ce qui forcément les booste un peu plus. Hein. Donc au final, toute cette intrigue autour du voyage dans le futur pour créer une soi-disant toxine, finalement ça servait à que dalle, vu qu'il suffisait d'un ongle d'alien, avec des sédiments dessus, un expert en volcan, de 15 ans quoi, et du C4. Ce qui fait que les survivants sont... Alors, est-ce que vous avez deviné juste? Eh oui, Dan, Jean-Michel Cascouille et le papa. Alors on ferait bien la sieste du coup là, hein, mais... On a 2 problèmes. Primo, une femelle s'est échappée. Secondo, j'ai une roubignole gelée. Donc oui, une femelle. Du coup, lève la partie pour la traquer, avant qu'elle se mette à copuler et faire des chiards. Hein. Enfin bon, s'il n'y a plus de mâle, elle va faire comment pour enfanter? Je sais pas, c'est une fan de Jean-Jacques Goldman? C'est donc à ce moment-là que l'affreuse est repérée et nos héros de lui tendre une embuscade. Hein. Mais bon, plutôt que de la battre, parce que sinon, il n'y aurait pas le fameux affrontement final de merde, hein. Eh bien en fait, ils visent n'importe comment, mais surtout pas les points sensibles, hein, tandis que la méchante reine alien, alors elle lance ses fameux piou-piou en os, hein. Mais par contre ne s'est pas visée à 5 mètres de distance parce que elle est éblouie par l'aura de nos héros. Hein. Prise en tenaille, la méchante décide de se cacher dans la brume pour prendre par surprise nos héros. Mais oui, comme ce sont les héros, elle ne donne que des coups qui font rien. Hein. Alors que, rappelez-vous, hein, une femelle sous tranquillisant dans son nid avait déglingué 10 mecs en 30 secondes. C'est super. Jusqu'au moment le plus héroïque, ou ridicule, au choix, hein, où Dan, dans un élan de courage, après avoir collé des bons pains dans la gueule de l'alien, hein, je déconne pas, hein, regardez. C'est ridicule. Eh bien, Dan de lui planter un bon gros AstraZeneca dans son clap-merde et l'achève à coups de saton. Oui, vous avez bien vu, le mec vient de foutre au tapis avec une tatane, une bestiole de la taille d'un éléphant d'Asie, qui, avec un peu d'élan, peut te renverser un Humvee, quoi. Et la bestiole de finir par se décomposer en contrebas, et nos 3 héros de savourer donc la victoire de l'humanité, blablabla. Et merde, on se pose le cul sur la glace, on va choper des hémorroïdes. Et alors la suite, vous la connaissez, hein, il rentre retrouver sa famille pour serrer fort sa fille dans ses bras et foutre une petite pétée à un moment, hein, et papy va enfin pouvoir jouir de son rôle familial en offrant à sa petite fille plein de cadeaux, hein, comme des grenades et des semi-automatiques, hein, quand soudain Dan, qui se dit qu'il n'y avait pas assez de conneries en 2 heures, se lance dans une voix off pour nous dire que... Je ne lui ai jamais parlé des 7 jours qu'on a passés ensemble, tous les deux, dans ce futur qui heureusement n'arrivera jamais. Ah donc si je comprends bien là, tu nous confirmes que on reste finalement bel et bien sur le concept d'une seule et unique ligne temporelle? Mais alors du coup, le délire de je sauve mon futur et je te laisse mourir dans ce futur-là, enfin je sais pas, ça compte plus. En fait c'était de la couille en barre et c'était juste pour faire de la dramaturgie de circonstances en vue de remplir l'histoire encore une fois. Mais donc si on suit cette logique, t'as sauvé l'humanité d'un futur qui n'existe plus. Donc logiquement, la toxine qui t'a aidé à ça n'a pas non plus existé. Ce qui veut dire que... Eh bien oui, ce qui veut dire que rien ne tient debout, mais ça, tout le monde s'en fout, et surtout le scénariste. Et fin.
Enfin ça, on n'en sait rien, puisque Amazon a annoncé, et Chris Pratt aussi d'ailleurs, qu'ils envisageaient de faire quand même une suite. Hein. Ah mais moi je dis oui, et même un très grand oui, je n'attends que ça moi, de voir comment ils seraient foutus de saccager encore plus le truc, et se mettre un peu plus la tête dans le sable, à grand renfort de paradoxes temporels exploités comme des enfants de 8 ans, quoi. Non, parce qu'on parle quand même d'un film qui implique de ne pas trop réfléchir pour éviter de voir les failles disséminées justement ça et là dedans, hein, tout en incluant finalement des codes de l'ASF qui requièrent forcément de jouer avec ses neurones. Pas contradictoire du tout, hein. Et donc écrit par un scénariste qui, effectivement, prend le spectateur pour un neuneu trépané, à seule fin de couvrir sa suffisance, ou plutôt ici ses lacunes, hein, mais que, malheureusement pour lui, le spectateur a refusé de valider, hein. Ah, et alors, quid du discours écolo, hein, et ben finalement, on n'en a plus rien à carrer, voilà, merci, au revoir. Ah, c'était laborieux quand même, hein. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de ce chef-d'œuvre, hein. N'hésitez pas hein, de profiter de tout ça dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain Bousoscope. Allez, bye.